Aucun fan d'Elvis Presley n'oubliera jamais ce jour. Je m'en souviens à la seconde même, comme de l'assassinat de Kennedy. Je sais exactement où j'étais. Le 16 août 1977, le jour où la musique est morte. Elvis n'était pas fait pour vivre vieux. On m'a demandé si je m'y attendais puisqu'il n'allait pas bien, et j'ai répondu oui. Mais nous espérions tellement qu'un jour il se réveillerait conscient de ce qu'il s'infligeait. Un jour, je lui ai demandé quel était son pire défaut. Il m'a dit « J'ai du mal à l'admettre, mais je suis autodestructeur ». Il était jeune, il était fort et il savait comment entretenir son corps. On n'avait pas d'alcool à la maison au début des années 60. Ça l'intéressait pas de bière, rien. Il ne prenait jamais aucune drogue. Lors de ses débuts à Hollywood, quand Elvis disait ni alcool ni drogue, il le pensait. Mais au fil du temps, Elvis se disait qu'il s'agissait de médicaments sur ordonnance, prescrits par un médecin, donc inoffensifs. Il disait que c'était des médicaments sur ordonnance. Elvis avait l'innocence d'un garçon de la campagne dans son attitude. Un médecin, ça se respectait, et s'il lui prescrivait un sédatif, il n'y avait pas de mal. Some sort of sedative, to him that was okay. Originally, when he'd come out to do a movie, he would take. Au début, quand il tournait un film, il prenait des pilules amincissantes. Il voulait être mince pour les films et il mangeait beaucoup de hamburgers chez lui à Memphis. Avait-il un problème avec les médicaments? Oui, sans aucun doute. Mais il en avait besoin. Elvis avait le côlon déformé, ce qui est très douloureux. Il lui fallait donc des narcotiques forts. Il avait aussi un glaucome. Il fallait encore des narcotiques. Sinon, il serait devenu aveugle. Mais tout cela avait été maîtrisé avec les médicaments. Si vous aviez été dans sa peau, vous auriez compris la vie qu'il menait. Il voyageait, donnait des concerts, ne restait qu'un soir sur place. Il n'arrivait pas à dormir, du coup il prenait des somnifères. Puis il se levait et prenait la route, et pour cela, il avait des stimulants. En public, les questions concernant l'énergie d'Elvis étaient vite détournées. Je prends de la vitamine E. Je plaisante. Je ne sais pas. Je suis juste un peu gêné. Je ne sais pas, mon cher. C'est seulement que j'aime bien le métier. J'aime ce que je fais. Je ne crois pas qu'Elvis ait pris des substances illicites, des drogues comme l'héroïne, le crack ou la cocaïne. C'est toujours possible, mais j'ai du mal à le croire. Je sais qu'il avait des problèmes de poids. Je sais qu'il avait des problèmes de sommeil. Je crois qu'il est devenu accro aux amphétamines et ensuite aux somnifères. And I think that he did get hooked on amphetamines and then sleeping pills. So it would be like one diet pill and one sleeping pill, and then his immunity. C'était d'abord une pilule de chaque sorte, et puis son métabolisme s'est habitué, alors il doublait les doses. C'était un cercle vicieux. Un jour, j'ai tout balancé dans les toilettes, et il a ri parce qu'il pouvait en avoir autant qu'il voulait. Les années MGM ont eu un impact sur la vie d'Elvis Presley. Les studios étaient connus pour avoir bourré de pilules amincissantes Judy Garland, qui était alors adolescente. C'était sans équivoque. À cette époque, les studios abusaient légalement des vedettes pour les maintenir en forme.
Nul ne sait quand Elvis s'est mis à abuser de ces drogues mortelles. Mais la plupart de ses proches évoquent mars 1972, date à laquelle Priscilla lui a annoncé qu'elle le quittait. Il se mit alors à prendre de plus en plus de cachets, et c'est là que les ennuis ont commencé. La personnalité d'Elvis a changé. Il n'était plus cet individu joyeux, agréable. Son attitude changeait en un instant. Il pouvait être détestable et la minute d'après, adorable. Quand Elvis se mettait en colère, il n'y avait personne au monde qui se mettait dans des colères comme lui. Il assombrissait toute l'atmosphère. Ça en devenait presque étouffant. Il ne disait plus rien, c'était juste de la mauvaise humeur, il était contrarié. Ça refroidissait tout le monde. Et de la même manière, quand cette mauvaise humeur passait, hop, la lumière revenait et tout allait pour le mieux. La chose la plus incroyable, c'est qu'il lui arrivait de ne plus rien prendre. Il s'arrêtait durant de longues périodes. C'était bien, il était de bonne humeur, il s'amusait. Et puis, un truc venait le perturber, et au lieu de boire, il prenait un cachet. Il arrivait que ses fans soient témoins de ses colères. Lors de ses concerts, il parlait entre les chansons. Je n'écoute pas les rumeurs. Je me fous des magazines de cinéma. Je ne les lis pas, ce sont des torchons. Quand je suis tombé malade ici à l'hôtel une nuit, j'avais 38,9 de température. Ils ne voulaient pas me laisser chanter. Et 3 sources différentes m'ont accusé alors d'être accro à l'héroïne. Mais je vais vous dire, mes amis, la seule chose à laquelle je suis vraiment accro, c'est la musique. Pour toute cette ville, je suis accro. Surtout ne le prenez pas pour vous, mesdames et messieurs. Mais si je trouve celui qui a répandu cette rumeur, je lui briserai le cou, ce fils de pute. Cela me nuit. Cela nuit aussi à ma fille, à mon père, à mes amis, à mon médecin, et à tout le monde, et à mes relations avec vous. Mes relations avec le public sont menacées. Je vais vous arracher votre putain de langue. Je me souviens qu'on est sortis en se disant au revoir. On est sortis de la loge. On a fermé la porte derrière nous. J'ai regardé Sandy, elle m'a regardé et je lui ai dit, tu sais, c'est la dernière fois qu'on le voit vivant. Elle m'a demandé de m'expliquer, mais j'ai rien pu dire d'autre et nous avons pris un taxi pour gagner notre hôtel. À peine arrivé dans l'entrée, on a fondu en larmes. Ce qu'on avait vu était tellement triste. Et 6 mois plus tard, il était mort. Je devais avoir 18 ou 19 ans. J'ai été avec ma mère à Los Angeles et j'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé que la mère d'Elvis venait me voir et m'implorait de sauver son fils. Elle pensait qu'Elvis avait de gros problèmes. Alors nous sommes partis pour Las Vegas et avons essayé de le voir. Pour la première fois, Elvis n'a pas voulu nous recevoir en coulisses. On nous a dit qu'il était malade, qu'il ne pouvait voir personne. Je sais qu'à l'époque, les choses se détérioraient. Je regrette que ma mère n'ait pas pu être plus souvent avec lui. J'aurais aimé qu'il soit plus entouré de femmes aimantes. Il était très entouré, mais les gens avaient peur de l'aider. La drogue, c'est insidieux. On commence par de petites doses. Avec peu, ça marche, alors avec plus, ça marche encore mieux. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà atteint ce stade. Voilà ce qu'il me fallait gérer. Lui, il prenait beaucoup de médicaments. Et moi, j'ai parfois dû lui administrer les cachets, les injections. Il disait que c'était de la vitamine B, mais j'avais des doutes. Alors ça reste entre nous, hein. Ne le répétez pas. L'entourage proche d'Elvis voulait à tout prix protéger sa réputation. Joe Esposito a même nié qu'Elvis se droguait. Je cherchais à protéger mon ami. Je savais qu'il avait un problème. En prenant trop de médicaments, on ne peut pas se sentir en forme.
Linda Thompson, l'amie d'Elvis entre 1972 et 1976, n'a jamais parlé des drogues à son frère Sam quand il travaillait pour Elvis, en tant que garde du corps. Sam, mon frère Sam, est venu me voir quelques mois après la tournée. J'étais avec Elvis depuis 2 ans. Il m'a dit « Petite sœur, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? On est proches, non? Mais tu ne t'es jamais confié. Tu n'as rien dit à ce sujet. Ces médicaments qu'Elvis prenait, c'est pas une vie. » Je protégeais tellement Elvis que je n'avais rien dit à mon frère, dont j'étais et je suis toujours très très proche. Ça l'a décontenancé que je n'ai pas évoqué avec lui les abus auxquels Elvis se livrait. J'étais chargée de la boîte à pharmacie. Elle contenait tous ces médicaments. Parfois, on remplissait les gélules de sucre et on lui faisait prendre un placebo comme somnifère. C'était un jeu, faire semblant qu'Elvis n'allait pas mourir. On ne s'est jamais dit que c'était vraiment grave, mais ça l'était. Alors que les rumeurs sur sa toxicomanie s'intensifiaient, Elvis restait flou et n'aidait pas sa cause, comme dans cette interview en 1973. Où trouvez-vous cette énergie? Pardon? Où trouvez-vous cette énergie? Physiquement? Vocalement? Que voulez-vous dire? Celle qui vous maintient debout? Tous les jours, je fais des exercices et des vocalises. Je m'entraîne, que je travaille ou non. J'essaie juste de rester en forme au niveau de la voix et du mental. So I just try to stay in shape all the time, vocally and mentally. Vous savez ce que je pense de ça? Ça pourrait venir du fait qu'on ne leur dit jamais non. Vous allez me dire non, on vous dira non à vous aussi. Tout le monde s'entend dire non, non, non. Mais pas Jim Morrison. On ne dit pas non à Jim Morrison. C'est le chanteur, la star. Il veut faire ceci ou cela et toi tu le suis. Il veut boire, comment l'empêcher de boire? C'est pareil pour Elvis. Personne n'a acheté sa bouteille. Personne ne lui a crié « Plus de cachet, maintenant tu vas te coucher ». Avec Elvis Presley, impossible. Vous ne pouviez pas faire ça. On l'aurait fait avec d'autres. On l'aurait fait avec le batteur ou le guitariste, mais pas avec le chanteur. Elvis était un chanteur et une star inégalée jusqu'aux Beatles. Alors comment faire pour l'arrêter? On lui a tous parlé au moins une fois. Son père, Priscilla, les copains, tous les copains autour de lui. Nous en parlions sans cesse et on disait qu'il fallait agir. Red et Sonny allaient voir Elvis dans sa chambre pour lui parler. Red lui demandait d'arrêter, c'était la même rengaine. Quand je serai prêt, j'arrêterai. Ou alors il se mettait en colère et il vous jetait dehors. Il pouvait être très dur. En 1977, les gardes du corps, Red West, Sonny West et Dave Ebler, ont opté pour ce qu'ils appelleront l'ultime tentative pour le sauver. Ils ont écrit un livre de révélation, Elvis ou le roi déchu. Mon cousin Red a essayé d'arrêter ça une fois. Il s'est bagarré avec le type qui fournissait Elvis. Il lui a interdit de le fournir, sinon ça irait mal pour lui. Elvis a entendu ça, a convoqué Red et Joe, et ils ont parlé. Finalement, il a regardé Red et a dit « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Mais j'en ai besoin, mec. J'en ai besoin. » Comment le protéger de lui-même? Quand Elvis entendit parler de la préparation du livre, il fut anéanti. Ça l'a pas mal hanté les dernières années de sa vie. Ça l'obsédait. Le soir après les concerts, on en discutait. Il s'inquiétait de ce qu'on disait de lui, de ce qu'on écrivait sur lui, de ce qu'on pensait de lui, de la réaction de ses fans, mais aussi de celle de sa fille, Lisa Marie, qui lirait ça plus tard. Ça le travaillait. Mais au lieu d'agir, il s'est enfoncé. Le livre sortit le 1er août 1977. 2 semaines plus tard, le 14 août, Elvis fit déposer des fleurs sur la tombe de sa mère, comme chaque année à l'anniversaire de sa mort.
Le 15, Elvis se préparait à partir en tournée. Je suis arrivé en ville ce jour-là, tout comme Larry Geller. Je séjournais au Howard Johnson's Hotel. J'ai passé la soirée à discuter avec les amis. Sam Thompson était là. On parlait, on se préparait pour le lendemain. Et puis Elvis s'est rendu chez le dentiste. C'était juste la routine avant la tournée. Il était avec Ginger Alden. Il m'a dit, après avoir vérifié mes dents, pourriez-vous vérifier celle de Ginger? Je voudrais lui faire redresser les dents. Ce fut une visite tout à fait agréable. It was just a very, very enjoyable visit. Elvis came back about 1:30, 2 o'clock from the dentist. Elvis est rentré vers 13h30, 14h de chez le dentiste. Quand je l'ai vu arriver, j'ai couru pour le retrouver. Il est entré avec ses lunettes noires, il les a ôtées, il a secoué la tête comme ça. Ça voulait dire qu'il ne se sentait pas bien. Il a remis ses lunettes puis est monté à l'étage. Je suis allé à la cuisine et j'ai pensé... On part demain. Cet homme est malade et on entame une tournée. We're leaving tomorrow. This man is ill. He doesn't feel good. We're going to just start a tour. J'étais là quand il est rentré, juste avant que je ne fasse une partie de racquetball. Il m'a appelé et nous avons parlé des chansons pour la tournée. Je devais ramener Lisa Marie à Priscilla. Et comme à chaque fois quand elle venait lui rendre visite, Elvis voulait qu'elle reste un peu plus. Il adorait sa fille et cherchait à passer le plus de temps possible avec elle. Mon rôle pour le lendemain était de venir chercher Lisa Marie et de lui faire prendre l'avion pour Los Angeles. So my role the next day was to come back over, pick Lisa up and fly commercially back to Los Angeles. Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire « Téléphone Larry, c'est Elvis, il veut te parler. » J'ai pris le combiné. Elvis était à l'étage. Il m'a demandé « Comment ça va ?»« Bien, je lui réponds. » Il voulait que je lui raconte des livres de Los Angeles. Il m'a demandé de monter pour qu'on puisse en parler et de beaucoup d'autres choses aussi. Je lui ai dit que pendant la tournée, on pourrait en parler tous les soirs et qu'il devait se reposer. Je lui ai dit bonsoir et je suis parti à l'aube. On s'est serré la main, puis on s'est donné une accolade. J'ai dû lui dire de se reposer. Ensuite, je suis rentré me coucher. Je lui ai crié « Elvis, je suis là. Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on prépare quelque chose pour demain ?» Il m'a répondu que c'était pas la peine. Tout allait bien. Je devais juste le réveiller à midi, et s'il avait besoin de quelque chose, il me le ferait savoir. C'est tout. Je suis resté un peu avant de rentrer me coucher. Tôt dans la matinée, ce 16 août 1977, Ginger se réveille et s'aperçoit qu'Elvis, parti dans la salle de bain 3 heures avant pour lire, n'était toujours pas revenu. Mais elle se rendort. Vers midi, je suis retourné chez lui à Graceland. Alstrada faisait les valises. Vers 14h, 14h30, l'interphone a sonné. C'était Ginger. Une des domestiques a répondu. Ginger demandait si quelqu'un était là. Al a pris le combiné. Ginger lui a demandé de monter. Al s'est rendu dans la chambre. Ginger pensait qu'Elvis s'était évanoui. Al m'a tout de suite appelé à l'interphone. « Joe, j'ai besoin de toi, Elvis est tombé. » Je me suis précipité dans la chambre, dans la salle de bain. Elvis était tombé des toilettes sur lesquelles il lisait. Il était là sur la moquette. Je l'ai tout de suite retourné. Dès que je l'ai touché, j'ai su qu'il était mort depuis un moment. On a retrouvé son corps sur le sol, en position fétale. Je l'ai donc retourné et j'ai remonté son pyjama. J'ai pas pu lui faire du bouche à bouche. Vous savez, il y aura toujours des gens qui diront que j'ai essayé, mais je ne l'ai pas fait. Sa bouche était fermée, donc impossible de l'ouvrir. Alors j'ai essayé le massage cardiaque comme je l'avais vu dans les films. Je ne suis pas un expert du massage cardiaque. Je l'ai fait à un certain temps.
Et nous, enfin, je veux dire, j'ai pris le téléphone pour qu'on envoie une ambulance au 3760 Elvis Presley Boulevard. Et j'ai dit, nous avons besoin de secours rapidement, vite, quelqu'un s'est effondré, ne bouge plus. Mon père me conduisait à Graceland. Il devait juste m'y déposer et une voiture ensuite nous emmènerait à l'aéroport, Lisa Marie et moi. On entrait dans Graceland lorsque la voiture de David Stanley est arrivée à toute vitesse. J'ai juste dit « Bonjour David, ça va ?» ou quelque chose comme ça. Il m'a répondu « Vous avez entendu les nouvelles ? Elvis vient juste de mourir. Elvis est mort. » J'ai regardé mon père, on était abasourdi et je me disais « Je dois avoir mal compris. » Quelqu'un a appelé Vernon, le père d'Elvis, qui était au bureau. Il est monté à l'étage. Vernon m'inquiétait un peu. Il avait eu des problèmes cardiaques ces dernières années. Il est entré, il s'est agenouillé et a imploré « Elvis, je t'en prie, ne nous quitte pas, Elvis, mon garçon, ne nous quitte pas. » C'était une scène très dure, très pénible. Il se passait tellement de choses. Ginger était là. Lisa Marie revenait d'une promenade en ville pour rentrer à Los Angeles. Et elle est entrée et elle a vu son père étendu sur le sol. C'était vraiment dur. Alors on l'a fait sortir. Le temps que l'ambulance arrive nous a semblé une éternité. En fait, ils n'ont mis que 20 minutes pour venir, mais ça paraissait tellement long. On n'a jamais su pourquoi. Je suis entré et je me suis mis dans la cuisine, le dos appuyé, vous savez, contre le placard. Je lisais le journal. Patsy Gamble et Vernon sont entrés. J'ai cru qu'ils riaient. Quelquefois, le rire et les pleurs se ressemblent. Je me suis retourné pour voir de quoi ils riaient et je les ai vus tous les deux en train de pleurer. J'ai filé à l'étage où Joe se trouvait déjà et j'ai commencé à faire ce que je pouvais. Elvis commençait une tournée dans le Maine le lendemain. Mon téléphone a sonné. C'était Joe Esposito. Et il disait « Jerry, je dois te parler. » Et mon autre ligne a sonné. J'ai répondu au second appel. Et à l'autre ligne, c'était Roone Alledge d'ABC News. Et il me disait « Jerry, Elvis est mort. » Je disais « Quoi ? Quoi ?» Je n'y croyais pas. J'ai repris le joke et j'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Et Joe m'a dit « Je suis dans la salle de bain avec Elvis. Il est mort. » Il ne l'avait pas encore emmené et il m'a dit « Tu vas crouler sous les appels. » Je lui ai répondu « Ça a déjà commencé. J'ai Roone sur l'autre ligne. » Joe était défait. Il était complètement détruit. Il avait perdu son meilleur ami. Il n'arrivait pas à réaliser. Il était complètement perdu. Alors nous sommes tous descendus. Charlie Hodge était avec moi. On a embarqué Elvis dans l'ambulance et on a grimpé à l'arrière. Au moment où nous allions partir, le docteur Nick est arrivé. Il a sauté à l'arrière de l'ambulance avec nous et on a démarré. Je lui disais de respirer. Elvis avait l'habitude de dire que c'est ton oreille qui part en dernier. C'était ce que j'avais en tête. En réalité, la mort s'était déjà installée. Il était mort depuis un moment, mais on ne veut pas abandonner. Je pensais à ce qu'il m'avait dit, à cette histoire d'ouïe, et je lui disais de respirer. Elvis, respire. Par la suite, les médecins ont dit que d'après eux, au moment de la chute, il était déjà trop tard. Il était mort. Du sommet de la colline, j'ai vu l'ambulance devant l'entrée. Et j'ai d'abord cru que c'était Vernon. Il avait des problèmes cardiaques. J'ai vraiment cru que c'était Vernon dont David avait parlé. Je suis entré. Vernon était dans un grand fauteuil en cuir en train de pleurer. Je me tenais dans la pénombre.
Quand je suis sorti, il m'a dit « C'est toi? Tu viens pour Lisa ?» C'est inutile. Mon fils est mort. Il a éclaté en sanglots. Les flics étaient là. Une scène indescriptible. Ils avaient déjà emmené le corps. Quite a scene. It was pandemonium. And they had already taken Elvis's body by that time. À l'hôpital, nous l'avons accompagné aux urgences. Charlie et moi, nous avons été conduits dans une autre pièce et ils ont emmené Elvis dans les services des urgences. Billy Smith est arrivé avec je ne sais plus qui. Je ne me souviens plus. So I went to the emergency room and they were working on him. Il s'occupait de lui aux urgences. Quand je suis entrée, il m'a paru évident qu'Elvis était mort depuis pas mal de temps. Je leur ai demandé d'arrêter. Ne lui faites pas ça, je vous en prie. J'ai demandé au docteur Nick de ne rien tenter de plus. Ils ont continué un peu. Je leur ai demandé à nouveau d'arrêter. Et ils ont cessé. I think probably the most amazing part of that was that there were a few moments. Il y a eu des moments quand on essayait de le ranimer où on a senti les battements de son cœur. Quand on sait depuis combien de temps il était mort, en y repensant, c'était tout à fait incroyable. Les battements n'étaient pas continus, mais on les a bien entendus. Elvis aurait refusé d'être autre chose qu'un être vibrant, un chanteur avec une vie normale. S'ils avaient réussi à le ramener à la vie, vu le temps pendant lequel il avait été mort, cela n'aurait pas été joli. Et comme on dit, Dieu travaille pour Dieu. J'étais ravie qu'il ait eu le dernier mot. Et puis le docteur Nick est entré et nous annonçait que c'était fini. Elvis est mort d'un problème d'arythmie cardiaque. Son cœur battait de façon irrégulière et trop vite. J'ai alors prévenu le colonel Parker à Portland. Il y a eu un grand silence à l'autre bout du téléphone. Il m'a dit qu'il serait là ce soir. Et puis j'ai appelé Priscilla pour lui annoncer la nouvelle. Évidemment, ce fut un choc pour elle. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a demandé des nouvelles de Lisa. J'ai dit, Lisa va bien, ne t'inquiète pas pour elle. She didn't know what to do. She asked naturally, how's Lisa? I said, Lisa's fine, don't worry about her. Je vivais à Los Angeles. Il devait être 12 ou 13 heures quand Lisa Marie m'a appelé. Linda, mon papa est mort. Il est mort. J'ai dit quoi? Il est mort, il est mort. Et j'ai jeté le téléphone. C'était comme un épouvantable cauchemar. Je ne pouvais pas l'accepter et j'ai jeté l'appareil. J'étais là, debout, en train de me répéter « Oh mon Dieu, mon Dieu !» Et j'ai entendu cette petite voix dans le combiné. Alors j'ai repris mes esprits et j'ai réalisé que cette petite enfant de 9 ans avait eu la présence d'esprit de prendre le téléphone, de composer le numéro pour me faire savoir que celui que j'avais aimé était décédé. Alors j'ai repris le combiné et j'ai demandé à cette adorable petite Lisa si elle en était sûre. Elle m'a dit oui, j'en suis sûre. Et elle était hystérique, elle pleurait. J'ai essayé de lui dire des choses comme tu sais que ton papa t'aime et combien il t'a toujours aimé, tu es sa petite fille. J'essayais de la réconforter comme je pouvais. J'étais moi-même complètement détruite et seule chez moi. Mon frère a pris le téléphone des mains de Lisa et m'a dit « Linda, je sais Sam, c'est vrai. C'est vrai, elle dit la vérité, n'est-ce pas? Dis-moi qu'il est malade, qu'il a juste un problème. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Il m'a dit « Il vaut mieux que tu viennes. » Il m'a repassé Lisa et je lui ai dit « Chérie, j'arrive. L'amour de ton papa sera toujours avec toi. » On a raccroché. J'ai pris un avion tard dans la soirée pour être à Memphis le plus tôt possible. Late in the evening and flew to Memphis right away.
J'ai reçu un appel de Memphis le matin de sa mort, avant que la télé n'en parle. Ça a atténué le choc. Je suis allée chez Linda Thompson. Elle s'apprêtait à partir pour Memphis. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je ne pouvais parler à personne. C'est Judy qui répondait, qui parlait à mon frère, mes sœurs, ma mère, mon père et mes amis. Je ne pouvais parler à personne. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je marchais dans ma chambre en braillant comme un gosse de 10 ans. Je ne contrôlais plus mes sentiments. J'ai reçu un appel de Joe. Shirley, Elvis est mort. Je n'ai pas compris sur le coup. Je te dis qu'Elvis est mort. J'ai dit, mais arrête tes conneries. Et il s'est mis à pleurer. J'ai reçu un appel. Je crois que c'était Shirley. À l'époque, c'était la petite amie de Joe Esposito. J'ai été choquée sans l'être vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais il arrive qu'on ait des prémonitions. Je n'avais plus aucun contact avec lui depuis 6 mois. Mais j'avais de ses nouvelles grâce à Shirley, qui entre-temps était devenue une très bonne amie. Je me rappelle avoir griffé le mur avec mes ongles. Je me suis rendue aussi dans l'allée derrière l'appartement pour y pleurer. Après, il a fallu que je me ressaisisse. Joe est resté relativement calme. Il a tout géré au mieux. Je recevais des coups de téléphone d'amis, Nancy Sinatra, Anne Margaret et d'autres amis, des célébrités qui voulaient venir. Je disais, c'est très dur, c'est terrible, je ne peux plus rien faire pour lui. C'était la folie dans la maison. J'ai dit à Nancy de ne pas venir et à Anne Margaret aussi, mais elle est quand même venue. Une autre célébrité, Tony Orlando, avait essayé de joindre Elvis. Comme Elvis et comme son meilleur ami décédé Freddie Prinze, Tony avait des problèmes de drogue. Bizarrement, Tony avait tenté d'appeler Elvis avant qu'il ne meure. Après la mort de Freddie, mes propres problèmes, j'ai eu très peur pour Elvis. La veille de sa mort, j'ai voulu l'appeler chez lui. J'ai commencé à appeler vers 22h30. Je me sentais très concerné, j'étais inquiet. J'ai continué à appeler jusqu'à minuit sans succès. Le lendemain matin, le 16 août, j'ai décidé d'aller à la cathédrale Saint-Patrick. Je connaissais Priscilla, je la connaissais, je connaissais Lisa, je l'avais connue quand c'était une enfant. Elle venait me voir à l'hôtel et à mes spectacles. Et j'ai décidé d'aller allumer un cierge à la cathédrale pour Elvis, Lisa et Priscilla. Je me suis agenouillé, j'ai allumé 3 cierges et j'ai prié. Je leur ai souhaité du bonheur et je suis rentré. Hélène m'a ouvert la porte. Elle m'a dit « Assieds-toi. Ils ont retrouvé Elvis mort aujourd'hui. » Je ne sais pas ce qui m'a poussé à croire en ce sentiment qu'il était en danger. Je ne dirai jamais que j'avais tenté de l'appeler la veille au soir, que je n'y étais pas parvenu et que j'étais allé à l'église pour prier pour lui et que ce matin même, il n'était plus de ce monde. J'ai perdu les pédales. On a dû me mettre sous calmant. Dès mon retour de Burbank, je suis rentrée à la maison. J'ai immédiatement pris le téléphone et réservé un vol pour Memphis. J'ai eu de la chance car 1 heure plus tard, ça aurait été impossible. J'étais à Dallas, au Texas. Je ne pouvais pas y croire. Ça m'a rappelé John Fitzgerald Kennedy. La mort de Kennedy m'a beaucoup touché. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais été autant touché que par ces 2 morts-là.
before except for those 2 deaths, and I don't know why. J'étais à Las Vegas, j'avais une interview à la télévision. Ils m'ont demandé ce que je pensais d'Elvis. J'ai dit que c'était le meilleur, le plus grand. Ils m'ont arrêté. Il est mort. J'ai dit quoi? L'instant d'après, je passais la télé. C'était terrible. Quand j'ai appris sa mort, je devais être à Los Angeles. Je me rappelle juste avoir fondu en larmes. Je me suis sentie tellement vide. Je chantais à Wildwood, dans le New Jersey. C'était l'été, au mois d'août. Mes 2 enfants étaient avec moi. On rentrait d'une sortie avec les enfants, de la plage peut-être. On rentrait à l'hôtel. Je devais me préparer pour le concert et eux allaient dîner. C'est là que j'ai appris la nouvelle. Ils étaient jeunes. Ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait et c'était mieux comme ça. J'avais pas vraiment réalisé. Je n'ai presque pas pleuré sur le coup. Joe Esposito était encore sous le choc quand la presse, sans scrupule, s'est mise à le harceler de questions, bien que le corps d'Elvis soit encore à Graceland. J'ai accordé quelques interviews et je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je sais que j'étais en face d'une caméra répondant aux questions des journalistes, mais tout était flou. Monsieur Esposito, pouvez-vous nous dire comment réagit la famille? Tout le monde est sous le choc. Personne n'a vraiment réalisé. Moi-même, j'ai pas encore réalisé. Et l'ex-femme de Monsieur Presley, comment réagit-elle? Elle est bouleversée. Comment va se passer l'enterrement? Je ne pourrais pas vous en parler si je ne m'assois pas. Et puis il faut y réfléchir. Mais Joe ne pouvait se permettre de s'asseoir. Il fallait organiser l'enterrement. C'était comme monter un spectacle. Il fallait faire du bon boulot. Sam Thompson et Dick Groves se sont chargés de la sécurité. Ils ont travaillé avec la police parce qu'ils savaient que ça allait être agité. Les 4 jours qui ont suivi la mort d'Elvis, j'ai dû dormir 30 minutes. On s'occupait des funérailles et de la sécurité. Et je devais aussi surveiller son corps quand il est revenu à Graceland. Je n'ai pas pu aller à l'enterrement. J'étais mariée et mon mari a refusé que j'y aille à cause de tout le bazar. J'étais incapable d'y assister. Je n'aurais été d'aucune utilité. Joe se serait senti obligé de me soutenir. Je me voyais mal avec Priscilla ou Linda ou avec toutes celles qui ont cru être la seule. Je ne voulais pas participer à cette scène, à ce drame. Je ne voulais pas. J'étais abasourdie, triste et perdue. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mes réactions, celles des fans, la foule présente, la famille. Y aurait-il des célébrités? Rien ne me semblait évident. J'étais vraiment dans un état second quand je me suis rendue à Memphis. Tom Hewlett a dit au colonel « J'ai besoin d'un costume. Je n'ai pas de costume avec moi. Je ne peux pas aller à l'enterrement avec les vêtements que je porte en tournée. » Le colonel a dit à Tom « Si ces vêtements sont assez bien pour travailler avec Elvis, ils le seront pour son enterrement. Il le comprendrait. Et puis s'il me voit dans un costume, il ne me reconnaîtrait pas. » Alors, nous avons assisté à l'enterrement avec nos simples pantalons de tous les jours. Les proches d'Elvis se sont occupés au mieux de son apparence. Quand Elvis est décédé, son père m'a demandé de coiffer Elvis pour l'enterrement. Je suis donc allé au funérarium. Elvis avait une poussée de cheveux blancs d'environ 1 centimètre. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas de teinture. Une des assistantes avait du mascara sur elle. Heureusement, il était noir.
Avec la petite brosse, je l'ai étalé partout. On n'y a vu que du feu. C'est Vernon qui a choisi le cercueil d'Elvis. Et il voulait des limousines, blanches, toutes blanches. Il n'y en avait pas assez à Memphis. Ils ont dû en faire venir de l'Arkansas et du Mississippi. Ils sont arrivés à les faire toutes rentrer. J'ai toujours cette vision de ce cortège de grandes limousines blanches. Il fallait qu'elles soient blanches, car son cœur était si pur. Lui rendre hommage à ce niveau, cela n'aurait pas été aussi beau avec des limousines noires et un cercueil noir. Le blanc signifiait beaucoup pour moi. George Hamilton, un ami du colonel Parker et d'Elvis, est venu. C'était un vrai casse-tête pour savoir qui irait dans quelle limousine. Certains ont été vexés, des membres de la famille, parce qu'ils n'étaient pas dans le cortège de tête. Mais on y est quand même arrivé, on a tout fait pour. Et je suis sûr qu'Elvis était fier de nous, de notre osmose pour lui, parce que c'était vraiment l'enfer. Ils ont demandé au colonel de faire partie du cortège de tête avec la famille. Le colonel a refusé. J'ai toujours été derrière la scène et je veux que ça reste ainsi. Et il a pris une limousine, mais pas avec la famille. Toutes les fleurs de la ville ont été acheminées à Graceland. Il en arrivait de tous les coins de l'État, car les fleuristes de Memphis étaient en rupture de stock. Le corps était exposé sur le perron de Graceland et les fans pouvaient venir lui dire au revoir. Pour eux, c'était une sorte de réconfort de pouvoir lui dire adieu, de le voir une dernière fois. Certains ne l'avaient jamais vu en vie, mais ils l'auront vu mort. Cependant, ces fans dévoués ont beaucoup souffert pour le dernier adieu à leur héros. Memphis, au mois d'août, c'est un enfer. Il y fait humide et chaud. Il n'y avait pas de vent et les gens se bousculaient pour entrer. On a ouvert les grilles pour qu'ils puissent entrer et saluer une dernière fois Elvis. Les gens s'évanouissaient de chaleur, d'épuisement. Il y avait des ambulances, la police. Ça ressemblait presque à un champ de bataille. C'était réellement horrible. Je me suis senti gêné vis-à-vis de ces gens, mais on n'y pouvait rien. Une femme a quitté son mari et ses 3 enfants pour se jeter sous un train le jour de la mort d'Elvis. Il y a eu toute une série de suicides le jour où Elvis est mort. Quel impact il avait, cet homme. Malgré les circonstances tragiques, l'humour n'était pas absent. J'étais assise en haut de l'escalier et j'observais les gens rendre leur dernier hommage à Elvis. On passait des fous rires aux sanglots hystériques. On se regardait et on savait ce qu'Elvis aurait dit sur ses jambes, une amusante petite remarque sur les vêtements par exemple. Dans la foule, il y avait un type qui portait une minerve. Et en le voyant, on était sûr qu'Elvis aurait dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là ce type avec cette minerve là? Il est encore plus mal en point que moi. » C'était pénible, très pénible de voir son corps dans le salon. J'ai pu m'entretenir avec son père et le colonel. Il y avait un monde fou. C'était le jour de l'enterrement. De toute façon, je vais pleurer parce qu'il me manque. Mais toutes les personnes présentes n'avaient pas le même respect. La photo d'Elvis en couverture du National Enquirer a fait exploser les ventes. C'est un proche qui a pris la photo. Il a touché 75 000 $ pour placer un appareil photo dans la pièce. Et puis après, il a vendu la photo. L'étonnante apparence du corps d'Elvis entraîna dans les mois et les années qui suivirent sa mort de nombreuses légendes, comme celle de la réapparition d'Elvis.
Quand on a vu Elvis pour ses funérailles, il avait beaucoup changé. Il n'avait plus de ventre, il était plus bouffi, enfin, il ne lui restait rien. Tout lui avait été retiré. Certains ont pensé que c'était pas Elvis parce qu'il ne ressemblait plus à cet obèse qu'on avait pu voir avant. Certains fans sont crédules et croient Elvis toujours vivant. Aujourd'hui encore, certains disent lui avoir parlé. Elvis est pourtant bien mort le 16 août 1977. Ça me rend fou, mais c'est vrai. Je suis réellement triste pour ces fans qui y croient encore. Une fois Elvis enterré, il était temps pour ses proches de reprendre le cours de leur vie. Ou du moins, d'essayer de le faire. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que la vie continuait. On est triste, on a perdu un être proche. Puis on voit une brève à la télévision, Elvis est mort hier. Et puis tout le monde passe à autre chose. Et non, moi j'avais envie de leur dire stop, arrêtez, on ne peut pas continuer. Il n'y a plus rien d'autre après ça. Voilà ce qui m'a le plus frappé. C'est que le monde puisse encore tourner et que la vie puisse continuer sans lui. Environ 3 mois plus tard, un soir à la maison, je me suis dit que je ne le reverrais plus jamais, qu'il était parti pour toujours, et je commençais à déprimer. Heureusement, Shirley, ma copine, était là. Elle m'a énormément aidé. Parce que je venais de réaliser qu'il ne reviendrait plus. Nous n'aurions plus de tournée, nous ne ferions plus de films, ni de chansons. Et ça m'a rendu dépressif pendant pas mal de temps. Heureusement, j'avais des amis autour de moi, Jerry Weintraub et Tom Hewlett. Et Jerry m'avait dit, lors des funérailles, tu sais, quand tu voudras reprendre le travail, dis-le-moi. J'ai recommencé à travailler pour lui 10 mois après la mort d'Elvis. Mais ce fut très dur. Je sais qu'il est parti, mais pour moi, il est toujours présent. Il est partout dans les médias. Je pense à lui chaque jour. Il nous manque à tous terriblement, mais il est tout le temps avec moi. Elvis n'était pas fait pour vivre vieux. Qui voudrait le voir vieux? Peut-on l'imaginer vieux? Moi, je n'y arrive pas. Elvis a eu une longue vie comparée à Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones et Kurt Cobain. Ils sont tous morts à 27 ans. Nous avons profité d'Elvis pendant de longues années. C'est une chance de l'avoir eu si longtemps. Ces types de génies portent en eux le germe de la destruction. Bien sûr, Elvis avait ses défauts. Une fois, il m'a dit « Miss Cock, je ne connais dans le monde que 2 personnes parfaites. L'une, c'est vous, et l'autre, c'est moi. Comme il est parti, j'ai une lourde responsabilité envers moi-même. Mais c'était un homme si adorable, chaleureux et aimant. » Le feu qu'il animait venait de sa force spirituelle et de sa foi. La passion qu'il exprimait dans ses chansons, dans ce style proche du gospel, cette passion venait de la profondeur de son âme. Et encore aujourd'hui, elle demeure en nous. Il n'avait pas de vie. C'était un professionnel, Elvis, vous savez. C'est assez triste, mais en même temps, il était ce qu'il était. Ils sont nombreux à apparaître et puis à disparaître. Mais lui, c'était Elvis Presley. Les gens qui ont grandi à cette époque ne pouvaient faire abstraction du phénomène, même s'ils le voulaient. C'est une part importante de leur vie, et la mienne. Et ça le restera. Et puis les générations suivantes entendront parler de lui. C'était un phénomène.
Il a quasiment inventé le rock'n'roll. Il était unique. Je pense que ce charisme qu'il avait avec ses fans était quelque chose d'unique. C'est dommage qu'il n'ait pas senti à quel point il était aimé. J'aurais dû être plus présente. Je pense qu'à la fin de sa vie, on aurait dû être plus présent. J'ai eu des regrets. Mais comme souvent avec les stars, on pense que ça va, elles sont entourées, et ils l'étaient généralement. Mais instinctivement, on pense qu'on aurait dû être plus présent, un petit peu plus, pour lui. But, instinctively we all feel we should have been there a little bit more for him. He said it to Kathy Westmoreland. Several months before he died. Il a dit à Kathy Westmoreland, plusieurs mois avant sa mort, Kathy, je me demande si on se souviendra de moi après ma mort. And now, after all is said and done, et aujourd'hui, l'ironie, c'est que prenez tous les grands, les plus grandes stars du XXe siècle, remontez jusqu'au premier sex symbol, Rudolph Valentino, en passant par Clark Gable, James Dean, Marilyn Monroe, Frank Sinatra ou John Lennon. Prenez-les tous ensemble. Chaque année, plus de gens rendent visite à Elvis qu'à eux tous réunis. Et cela s'intensifie d'année en année. Le souvenir d'Elvis dépasse le show business. Il a fait vibrer des âmes, il a touché des cœurs à travers toute la planète, comme nulle autre star ne l'a jamais fait. Fan, fervent admirateur, voire fanatique. On veut Elvis. Fanatique, qui a une passion excessive et irrationnelle. Que pense une fille en voyant Elvis? Oh, quel mec! C'est un amour, mon idole. On a appelé notre enfant Elvis. Il n'y a rien acheté. Ses lèvres. Je le trouve très sexy. Oui, j'aime Elvis. Il est craquant. Sa façon de chanter allait droit au cœur. Il chantait l'amour, la charité et la passion, la passion. La musique, les souvenirs, ça ne meurt pas. Salut, je suis Elvis. Pourquoi l'armée? Parce qu'Elvis y était. C'est la seule raison. Ne nous trouvez pas étranges. Notre vie ne s'arrête pas à Elvis.
Bien qu'Elvis Presley nous quittât le 16 août 1977, il n'a jamais disparu aux yeux du public depuis ce jour tragique. C'est une industrie mondiale d'1 milliard de dollars par an qui nourrit l'éternelle fascination du public pour sa vie, sa musique, ses films et ses drames personnels. Ses fans n'ont jamais perdu la foi dans le king du rock'n'roll et ils sont plus nombreux chaque jour. Elvis est partout. Se passionner pour un chanteur mort il y a 25 ans peut étonner. Vite un verre, le beurre de cacahuète m'étouffe. Sauf pour ceux qui ont fait d'Elvis leur foi, leur repère, leur vie. C'était un amant, un mari, un ami, un confident. Il a toujours été là quand j'avais besoin de lui. Je mettais une chanson d'Elvis et ça m'aidait dans l'adversité. Elvis, c'est l'amour. On l'aime tous et lui nous aimait. Il incarnait l'amour universel, l'amour véritable. Qui d'autre peut chanter du gospel, de la country, du rock and roll ou n'importe quoi d'autre? Or any song. Il pensait vraiment ce qu'il chantait. Je sentais un contact avec lui. Ses chansons créaient un lien avec lui. Qui peut faire ça, mourir et encore vendre tous ses disques? Aucun artiste ne peut faire ça aujourd'hui. C'est le meilleur, il est unique. J'aime ses chansons, ses films. On a tous une chanson préférée. Suspicious Minds. Suspicious Minds, c'est ma chanson préférée. La mélodie est si belle et sa voix est si puissante. Et puis quand il arrive à Oh, Let Our Love Survive, ça devient émouvant et calme. La foule hurle quand ça reprend. J'aime les grandes chansons comme Hurt et Bridge Over Troubled Water. Bridge Over Troubled Water. That's all right, Mama. Sans doute Love Me Tender. Hound Dog, un vieux blues. If I Can Dream. American Trilogy. My Way has got to be My Way est sans doute ma chanson préférée parce qu'il a vécu à sa façon. Il vit à ma façon. He does it my way. La plupart des gens ont également un film préféré. J'aime Blue Hawaii. C'est mignon. Quand il gifle la fille, j'aime bien. J'adore King Creole. Honnêtement, je ne me souviens pas des titres de films, mais je me souviens de celui où il est à Hawaï. Where he was in, I think, Hawaii or something. Quand il gifle la fille, j'aime Kid Galad. Jailhouse Rock. Fun in Acapulco. Pour une raison évidente, le style mexicain d'Elvis. For Elvis, Mexican style. Ses fans ont toujours été différents des autres passionnés du rock. Depuis ses premiers jours sur le devant de la scène, Elvis a été observé par ses millions de fans. Parfois, Elvis se sentait piégé par ses fans qu'il suivait partout. À un moment, il faut savoir dire « Assez, laissez-moi un peu de vie privée ». Et les fans attendaient dans leur voiture devant les grilles. On partait, ils nous suivaient. On revenait, ils photographiaient. Parfois, pour être tranquille, on se garait sur le bas-côté et on leur demandait de ne pas nous suivre. Et ça, ils l'acceptaient.
Je crois que beaucoup de gens peuvent s'identifier à Elvis. Les routiers, les joueurs de bowling du samedi soir avec un drôle de look. C'est pas le problème. Ils portent des favoris, prennent un accent du Sud et vont au concert. Elvis n'était pas intouchable comme beaucoup de stars aujourd'hui. En 1956, mon père et moi vivions à Toluca Lake à l'époque. Nous allions chez Bob's Big Boy, un fast-food assez connu. Et on a entendu Elvis chanter pour la première fois Don't Be Cruel. C'était très excitant. Mon père et moi sommes devenus de grands fans d'Elvis. Elvis était un pionnier. Personne n'avait jamais dansé comme ça. Sur scène, moi aussi, je suis très sensuelle, je bouge mes hanches. Lui, il se fichait de ce que les gens pensaient. Il était lui-même. Moi, en tant que femme, je voudrais faire pareil et que ce soit accepté. Mais même aujourd'hui, la foule s'étonne quand je me déhanche comme Elvis. Ils font « Ça devrait plus être le cas ». When you do the little Elvis to pelvis hip rattle, and people got to get over it. To be a rock musician and to start discovering the roots of rock. Quand un musicien découvre les racines du rock, il réalise que le rock vient du blues. Elvis était très attaché aux vieilles racines du blues noir. Je suis certainement inspiré par Elvis. Yeah, I'm definitely inspired by Elvis. Quand Elvis est parti faire son service militaire, on n'acceptait pas de ne plus l'entendre à l'antenne. On a envoyé des pétitions pour que ses disques continuent à passer. On en voulait plus. Nous étions de vrais militants. On voulait qu'il ne soit pas oublié. Si on avait su à quel point. On le connaissait, on en parlait. Les années 50 étaient excitantes. Je suis fan depuis notre rencontre. C'était impossible de ne pas l'aimer. Ce petit sourire, cette personnalité, cette chaleur vous faisait fondre. Je suis devenu un grand fan. Je le voyais sur scène dans différents endroits. Il fascinait complètement les gens. Il avait un tel charisme qu'on ne pouvait que devenir un fan. Pour beaucoup, la grande émotion de leur vie fut leur rencontre avec leur idole. Ceux qui ont eu cette chance gardent ce moment ancré dans leur cœur, pour la vie. Mon père était en Allemagne avec Elvis en 1959. J'allais l'attendre devant sa maison avec mon petit frère et ma sœur. Je le voyais chaque jour en partant travailler avec son père et sa grand-mère. C'était un homme comme un autre là-bas, qu'on n'embêtait pas trop. Vous pouviez sentir Elvis s'approcher seulement. Il avait une aura autour de lui. Vous la sentiez dès qu'il venait vers vous. Il m'a dit « Bonjour, je suis Elvis Presley ». C'est ainsi que ça a commencé. Ce fut très bref, 2 ou 3 minutes, mais ce fut fantastique. J'aurais adoré aller l'écouter à l'un de ses concerts. Nos clients racontent souvent à quel point c'était génial. Il y a des vidéos, les cassettes, mais ça doit être différent d'y assister. J'aurais vraiment aimé être son ami. Elvis était presque toujours accessible pour ses fans. Ces clichés montrent que lorsqu'Elvis quittait une de ses maisons, il se prêtait toujours aux photos et aux autographes. En fait, la dernière photo d'Elvis en vie a été prise par un fan. Elvis n'avait pas besoin d'excuses pour rendre visite à ses fans. Il aimait les rencontrer. Un jour, il s'est même rendu aux grilles avec un autre Elvis. Voici d'ailleurs la seule photo connue d'Elvis avec un sosie. Le King est sur la droite.
Le phénomène des imitateurs est l'un des aspects le plus fascinants et le plus déroutant des fans d'Elvis. C'est un sujet très controversé dans le monde d'Elvis. Sur la photo d'un t-shirt dans Elvis and You, on peut lire « Si la vie était juste, Elvis serait en vie et les imitateurs morts ». Beaucoup de ces types sont de vrais fans. Ils sont tellement sincères qu'ils étudient sa vie. En fait, ils font connaître Elvis à beaucoup de gens et leur rendent service. They're providing a service to a lot of people. They're turning people on to Elvis. Every night, I sang 2 shows a night. J'ai chanté 2 fois par soir pendant 5 ans. On a calculé que ça faisait 4500 représentations à Las Vegas. C'est une belle réussite, imiter la carrière de quelqu'un sans faire un hit à un tel niveau. C'était toujours un petit peu étrange quand je voyais un imitateur. J'y regardais à 2 fois, mais finalement je crois que c'est un très bel hommage. Il le pensait aussi. Il aimait vraiment ça, même s'il trouvait ça un peu bizarre. Ça doit l'être de se voir imiter et de se voir comme une effigie. Ce qui me différencie des autres, c'est que je fais un Elvis mexicain. Je me demande ce que ça aurait donné si Elvis avait été mexicain. Je décris l'histoire d'un pauvre type de Tupelo, Shotgun Jack, qui travaille dur pour devenir la plus grande star américaine. C'est le rêve américain pour tout immigré latino, chinois ou russe. S'ils travaillent dur, ils peuvent faire partie du rêve américain. Tout le monde peut rêver. Au Liban, je suis le seul imitateur d'Elvis. Je suis heureux de rencontrer des gens qui apprécient Elvis. Ils connaissent ses chansons. Je suis vraiment heureux. Beaucoup ont vu un jour un de ses bons spectacles et sont devenus des fans d'Elvis. En écrivant le livre, on a consacré un chapitre aux imitateurs avec un guide. Si vous voulez en engager un, les adresses sont dans le livre. Ce sont de chouettes types qui permettent en quelque sorte d'approcher Elvis. J'adore quand il m'appelle et laisse un message sur mon répondeur. Mais rien ne ressemblera plus à un message d'Elvis. As close as I'm going to get to a call from Elvis. Oh boy, Seigneur, il avait vraiment tout. Le charisme, le physique, la voix, il avait tout. Parmi tous les imitateurs que nous sommes, aucun ne réunit ces 3 choses. Une, peut-être 2, si on a de la chance. Et personne n'a les 3. La première fois, j'étais nerveux. Tout le monde venait me dire « Ça va ? Tu vas te produire sur la scène où Elvis a chanté. » J'avais si peur que je n'osais pas aller dans sa loge. Je suis allé donner un concert chez une fille. Son grand-père était là. Il m'a pris pour Elvis. Il m'a dit « Je suis aussi du Sud. Goûtez la tarte aux myrtilles avant de partir. » Il me traitait comme si j'étais lui. Je suis resté dans la peau du personnage. C'est devenu mon métier. Mon agent Linda disait que le fantôme d'Elvis était là. Des tas de choses sont arrivées. Le son a été coupé, il y a eu plusieurs pannes, c'était dingue. Alors j'ai dit, bon, ça suffit. Ils m'ont fait une petite loge juste derrière la scène. Je parle et chante anglais parce que, comme je vous l'ai dit, j'écoutais toutes les chansons d'Elvis Presley. En plus, j'adore le cinéma. J'y vais 2 fois par semaine. Je crois avoir amélioré mon anglais grâce à ces films et ces chansons. Je fais l'Elvis des années 70, 60, 50. J'aime chanter les chansons des années 60 et 50. Il est unique. Les imitateurs n'ont pas son charisme. N'importe qui peut lui ressembler. On peut se déguiser en Elvis. Mais personne ne lui ressemble sur scène. Il n'y a qu'un Elvis.
They don't look like him on stage. There's only one Elvis Presley. Je crois que ça lui plairait. Du vivant d'Elvis, il n'y avait qu'une poignée d'imitateurs. Elvis trouvait tout ça amusant, les comédiens, mais les imitateurs étaient rares. Après sa mort, soudain, ils voulaient tous devenir Elvis. S'il était vivant aujourd'hui, il penserait certainement que certains lui rendent hommage. Mais d'autres feraient mieux de s'abstenir. Ils ne chantent pas juste. J'ignore s'ils croient le contraire. Ils ne rendent pas justice à Elvis. Des gens rient en les écoutant. Ça me déplaît. Beaucoup d'artistes qui sont de bons chanteurs n'essaient pas de l'imiter et font de bons shows en son hommage. Au moins, ils chantent juste en hommage à Elvis et à sa musique. Je déteste ceux qui, hors de scène, se prennent toujours pour Elvis, ceux qui sortent dans les rues de Vegas en costume de scène. Elvis ne faisait pas ça. Alors pourquoi le font-ils? Ça m'énerve. Certains sont bons, mais d'autres devraient passer à autre chose. Salut, je suis Elvis. En regardant un imitateur, vous devez penser à plusieurs choses. Quelle époque préférez-vous? L'Elvis des années 50? L'Elvis du comeback de 68? Ou l'époque préférée des imitateurs, l'Elvis de Vegas années 70? Les fans doivent décider quel Elvis ils veulent. Le choix est difficile. Elvis jeune? Elvis vieux? Et pourquoi pas un Elvis volant? Ces gars-là, ils étaient parachutistes. Pendant un de nos spectacles, ils ont mis un casque en forme de perruque et ils sont montés sur le toit d'un hôtel. Alors déjà dans la loge, ils ont entendu 200 personnes crier « Elvis, Elvis !» Alors ils ont dit « Est-ce qu'on est en sécurité ? C'est ça être une rockstar !» C'est incroyable. Ça commence à nous plaire. Il existe des Elvis chinois. Pourquoi pas un Elvis enfant? Il existe bien des femmes Elvis pour le côté sexy. Peut-être un Elvis noir. Une petite fête, prenez des mini Elvis. Thank you very much. Et finalement, le très populaire Ren Elvis, qui se dit le plus grand Elvis philippin vivant en Caroline du Nord. Apparemment, ils doivent être plusieurs. Vous savez, j'imagine que Sinatra a ses imitateurs aussi, mais on en parle moins que ceux d'Elvis. Les gens vont voir des imitateurs car ça leur donne un peu d'Elvis, des souvenirs d'Elvis. Et si on a les moyens, la meilleure façon de connaître Elvis est d'acheter des souvenirs de lui. De le faire entrer chez vous.
Combien de gens peuvent dire avoir en leur possession un devis signé par lui à une entreprise d'extermination de cafards? Au fait, Elvis avait des cafards? Nous avons un badge très rare de Jailhouse Rock. Je crois que la tasse Tiki est très difficile à trouver. Ça ne se trouve pas dans la collection de n'importe qui. Combien ont la fiche de patient remplie par Elvis en 1967? J'ai aussi son dossier dentaire de 1967 à 1969, 3 radios de ses dents et certaines factures. Voici le Saint Graal des menus, je crois. Je suis quasi sûr qu'il n'était disponible que les 2 premiers soirs. La première soirée était réservée aux célébrités, c'était confidentiel. La deuxième fut la plus grande. Elle était ouverte à tous. J'aimerais bien acheter une chemise ou une ceinture de concert. Évidemment, pour moi qui suis un fan de la période 70, la période Vegas, le rêve serait le costume de scène. J'appelais ma garde-robe Elvis parce qu'elle était remplie de ses affaires. Je voudrais construire une salle de jeu dans cette maison. Tous mes jeux sont empilés et je ne peux pas tout exposer. Ce serait amusant. Nous avons un flipper et plein d'autres jeux. Je vais certainement devoir acheter une autre maison parce qu'elle est pleine. Je ne pourrais pas exposer le costume. Je lisais un journal local et une annonce disait « Offrez-vous la veste bleue d'Elvis ». Je l'ai payé $800 en 88. Un peu plus tard, on m'en a offert 10 000, car j'ai une photo de lui la portant en 70. On a des autographes, mais il est difficile de les authentifier. Mais nous espérons quand même qu'ils sont vrais. Je le montrerai parfois aux gens, je le mettrai sur un mannequin. Il faudrait que je trouve une photo d'Elvis portant le même costume de scène. Certains, comme Robin Rosahen, en ont fait leur gagne-pain. J'ai commencé comme représentante de compte client chez eBay. Je parlais avec un de mes collègues, Pierre. J'ai une idée géniale. Tu as 458 objets d'Elvis. Je suis collectionneuse. J'ai écrit un livre. Je connais des gens. Le monde entier pourra acheter et vendre des objets liés à Elvis. 2 ans après, nous proposons 11 000 objets. Mon hobby est en train de devenir mon travail. Je ne connais pas mon titre, mais je sais juste que ça concerne Elvis. J'avais une paire de lunettes de soleil et j'avais besoin d'argent pour payer le loyer, la voiture. Alors j'étais à une vente aux enchères où les prix étaient élevés. Je les ai vendus et j'ai commencé ainsi ma collection. J'adorais collectionner les objets d'Elvis, mais j'adorais aussi acheter et vendre plus cher. Voilà, ça a débuté comme ça. Je crois qu'Elvis m'a choisi comme intermédiaire, comme fan de sa carrière et pour le plaisir qu'il nous a donné. Mais aussi parce que j'avais les connaissances nécessaires pour en faire profiter les autres fans et avec eBay, leur permettre de collectionner. Tant de choses ont été lancées sur le marché après sa mort. Ces carafes et ces assiettes ne sont pas des objets de collection. Tout ce que nous avons est sous plastique ou encadré. Si c'est en état neuf, ça le restera. J'ai vu des collectionneurs balancer leurs objets dans un tiroir. J'ai envie de prendre des pochettes et de leur dire « Faisons ça bien ». I almost want to come home and get my sleeves and take it to them and say, hey, let's do this right. When I first started, it's like, you know, it was, and the excuse was. J'ai commencé en disant que ça paierait l'université aux petits-enfants. Mais quand ils ont eu l'âge, je leur ai dit de demander une bourse. You know, go for scholarships.
Cette collection me plaît, elle m'amuse. J'en suis fière et je ne veux pas m'en séparer. Bien que Dennis refuse de vendre ses souvenirs, elle vous trouvera un imitateur pour votre mariage ou la bar mitzvah. J'en ai 6 sous contrat, en exclusivité. Mais j'en engage une centaine régulièrement dans tous les USA. Et j'en connais encore beaucoup plus. Si on m'appelle pour une audition, j'en ai 12 ou 15 dans la région que je peux appeler et inscrire à n'importe quel casting. The King. Utiliser des piles Energizer. Dur. Steve Murphy, I found him in a karaoke bar. J'ai trouvé Steve Murphy dans un karaoké il y a 5 ans. 2 de mes Elvis étaient en finale et je l'ai entendu chanter. Je me suis dit que j'en ferais un Elvis. Il a été l'un des plus rapides à avoir du succès. Je n'ai rien décidé. On l'a fait pour moi. Je n'avais pas prévu de devenir imitateur. J'ai chanté dans ce bar karaoké et 2 jours plus tard, j'étais à une convention d'Elvis. Les souvenirs ne sont pas les seuls à remplir ces pièces d'exposition. Beaucoup veulent créer une bonne atmosphère pour leur collection. Chaque pièce a un thème. Notre chambre, c'est le cinéma. On l'appelle Jailhouse Rock. Elle est recouverte d'affiches. Nous avons la pièce 56, qui accueille les objets de 56 à 1961. Une pièce fourre-tout. Et une pièce concert, plus tout ce qui concerne Elvis lors de sa période Sahara, des affiches, des menus, des tickets et ce genre de choses. On a dessiné la tête d'Elvis. Steve et moi, on est descendus au fond de la piscine pour la reproduire. Après la piscine, j'ai proposé de faire les grilles de Graceland. C'est ça, Murphy. Ça a pris 5 minutes. Nous nous sommes renseignés pour une grille en fer forgé, mais finalement, il a acheté des tuyaux en PVC et les a mis en forme. Et les grilles étaient là. Ça a coûté beaucoup moins cher qu'en fer forgé. C'est une grande partie de ma vie. Je ne sais pas, c'est un sanctuaire isolé. J'ai une pièce réservée à Elvis. Ma compagne n'y entre jamais. J'y ai une chaîne stéréo, je peux y faire ce que je veux. Cet endroit compte beaucoup pour moi. Nous avons un magasin et mon bureau ressemble à ça pour m'y sentir chez moi. Le boulevard Elvis Presley est une autre création de Steve Murphy. 5 minutes, vraiment. Il a voulu créer le boulevard Elvis Presley. Je ne voulais pas du vert des panneaux. On a pris du rouge pour les parterres de l'éclair TCB et pour la guitare. Ça a demandé beaucoup de travail. J'ai des petites cartes au magasin qui disent « collectionneur d'Elvis ». Des clients m'apportent des objets parce qu'ils me savent fan d'Elvis. On l'appelle le Graceland de l'Ouest. Ma fille l'appelle le Mausolée. Elle a beaucoup de surnoms. Ce n'est qu'une maison comme Graceland où Elvis aimait vivre. Le nec plus ultra est de dénicher une maison qui est elle-même un objet de collection.
Voici la maison qu'Elvis a achetée en 1956 au 1034 Audubon Drive. On était content de savoir que l'acheteur aimait son histoire. On a tout de suite dit que nous voulions conserver la maison comme elle était à l'époque d'Elvis. Tout le monde ne peut pas s'offrir une maison d'Elvis. Mais chacun peut visiter un des nombreux sites du pays dédiés au king du rock'n'roll. Il y a même le Elvis-A-Rama à Las Vegas, dans le Nevada. C'est la collection privée d'un homme qui a vu Elvis à 10 et 11 ans. Ce collectionneur de cartes de baseball a trouvé un chèque annulé d'Elvis à une bourse. À partir de ce moment-là, il s'est mis à vendre et surtout à acheter des souvenirs. C'est le deuxième musée après Graceland, le seul qui est une scène. On a été élu meilleur musée de Las Vegas après quelques mois. On est aussi sur la liste des visites incontournables de Las Vegas. La plupart des gens viennent d'Australie et de Londres. C'est la troisième fois que je viens d'Angleterre, ouais. Tu ne t'es jamais autant plu, hein? On vient dès qu'on peut, c'est génial. Vous pouvez y voir des objets liés à la vie et à la carrière du King. Un mur consacré à sa carrière de chanteur. Certains vêtements et des objets personnels. En passant par sa Lincoln mauve. La Lincoln est une pièce maîtresse. La plupart des hommes l'adorent. La Cadillac noire est également très belle. Ray Walker des Jordanaires se souvient l'avoir conduite. Il m'a dit 45 ans après, « Ah, si les sièges pouvaient parler ». Le costume de scène est la plus grande pièce de collection que les gens puissent voir. Oh, regarde, c'est vraiment sa taille. Mais la vraie pièce maîtresse du musée est une simple paire de chaussures. La chose qui attire le plus l'attention, ce sont les chaussures en daim bleu. Il s'agit de la seule paire au monde qu'Elvis a possédée et portée. Elles ont été estimées à plus d'1 million de dollars. Nous les avons dans notre vitrine de présentation des années 50. Ce sont exactement les mêmes qu'il a portées au festival quand il a fait cette émission en 56. Elvis avait dû mettre un smoking pour le Steve Allen Show. Il a regretté de faire cette émission et a juré qu'il ne le ferait plus jamais. Mais quand il est arrivé, il a dit « Au moins je porte mes chaussures en daim bleu ». Eh bien, ce sont celles de la vitrine. Au Elvis-A-Rama, l'accent est mis sur Elvis à 100%. Des souvenirs à la boutique en passant par la scène, et vous pourrez même admirer l'imitateur Sonny Boline. Tout a commencé le jour où un ami m'a emmené dans un bar karaoké. J'ai remporté un concours ce soir-là et tout est parti de là. Pour avoir Elvis à votre mariage, il y a la Viva Wedding Chapel. Où vous pourrez connaître tout le faste du mariage d'Elvis, ou presque. Nous existons depuis 6 ans et sommes ici depuis 2 ans. On fait des mariages traditionnels et beaucoup de mariages Elvis, où nous officions habillés en Elvis. Le King vous déclare marié. Vous pouvez embrasser la mariée. Tous ceux qui viennent ici sont de grands fans d'Elvis. Elvis, si tu veux te marier, c'est ici qu'il faut venir. J'ai mis un costume blanc et commencé à faire des mariages. Puis j'ai organisé un mariage à thème avec des danseuses. Je l'ai appelé le mariage Blue Hawaii. N'attendez pas, faites-le. C'est vraiment amusant. Vous pouvez également vous rendre dans l'un des sites du Sud. Son lieu de naissance à Tupelo est une destination prisée. Si vous êtes près de Holly Springs, dans le Mississippi, visitez Graceland 2. Une création de Paul McLeod et de son fils, qui a un nom assez particulier.
Bienvenue à Holly Springs et à Graceland 2. Je suis Paul McLeod, mon fils et moi sommes les fans numéro 1 d'Elvis. J'en profite pour vous présenter mon fils, Elvis Aaron Presley McLeod. Paul a des idées précises concernant sa grande collection. Ses projets pour l'une de ses pièces sont pour le moins intéressants. Ceci est une copie du costume doré de 1957. C'est également dans ce costume que nous serons enterrés un jour, moi et mon fils, en tant que plus grand fan du monde. Les McLeod se sont assignés une tâche herculéenne. Scruter non-stop chaque mention d'Elvis à la télé ou à la radio. L'information est ensuite consignée soigneusement à la main, car les McLeod ne possèdent pas d'ordinateur. Même s'ils semblent bien vivre, ils n'ont pas de revenus. Ils n'ont ni voiture, ni chéquier, et prouvent que l'argent des visites est versé au Elvis Presley Memorial Trauma Center. Il y a quelques années, l'épouse de Paul l'a prévenu. C'était Elvis ou elle. Ni Paul ni son fils ne l'ont revu depuis. Pour les fans, il existe un endroit à voir absolument. C'est Memphis. Vous pouvez y voir Sun Record, où Elvis a débuté. Vous pouvez même y graver un disque. Beale Street, berceau du blues de Memphis, rend hommage à tous ceux qui y ont joué et tout particulièrement à Elvis. Tout y rappelle l'homme qui a rendu cette ville célèbre. À l'hôtel Peabody, vous trouverez plus d'une boutique de cadeaux. Bernard Lansky est celui à qui Elvis a acheté ses costumes clinquants. Il vend toujours les vêtements qui ont donné à Elvis son look unique. Ces chaussures en daim bleu viennent de rentrer. $185. Mais à Memphis, il existe un seul temple du king du rock'n'roll. Il s'agit de Graceland, la maison d'Elvis depuis son achat en 1957 jusqu'à sa mort en 1977. Cette propriété est devenue le centre de l'univers Elvis Presley. J'étais soldat dans les marines et j'avais pas d'argent pour aller à Graceland. Je suis resté devant. J'ai pas pu m'approcher davantage. Ma femme et moi, nous irons à Noël, une époque spéciale pour Elvis. Je suis sûr que ça me plaira. Ma sœur y est allée une fois. Elle m'a dit que ça valait le coup, que ça me plairait. C'est touristique, mais c'est important à mes yeux de voir où il vivait, où il a grandi, ce genre de choses. J'y vais chaque fois que je suis à Memphis. Je dois m'y rendre 3 ou 4 fois par an pour mon travail. J'y vais et je leur dis comment un peu améliorer la visite. Même si Graceland est ouverte au public, la plupart du temps, les fans préfèrent la visiter pendant la semaine Elvis, qui a lieu à l'anniversaire de sa mort. Des milliers de personnes viennent à Graceland et Memphis pour participer aux célébrations, aux projections, aux concours et aux bourses d'échange. Le volume des objets Elvis sur ces marchés est stupéfiant. Le client potentiel peut vendre ou acheter selon ses moyens. On peut également rencontrer des gens qui ont connu Elvis. Le point d'orgue reste la procession aux bougies vers la tombe du King.
beaucoup, il s'agit d'un pèlerinage annuel. Première fois. C'est ma première fois. Pour l'instant, c'est la deuxième fois. Deuxième en moins de 6 mois. 2 à 3 fois par an. 7e fois. Je viens depuis plusieurs années, environ 17 ans. Je viens tous les ans. Je ne l'ai jamais manqué. Pour certains, c'est le rêve d'une vie qui se réalise. Enfant, j'en rêvais déjà. C'est la première fois que je viens. Ces gens ont embelli mes vacances et je me suis fait tant d'amis. Je ne peux rien dire sur le King qui n'est encore été dit. Je l'aime comme un frère. Je veux rire et je vais pleurer. Je n'en reviens pas d'être ici. Je suis handicapé et suis venu seul. Merci à tous les Américains pour ces belles vacances. Elles resteront dans mon cœur. Traverser le pays pour rendre hommage au King est courant. Mon nom est Steve, je viens du Kansas. Angie, de New Orleans, Louisiane. Originaire de Las Vegas. Je suis de North Palma, Georgia, Michigan, Washington DC, Salt Lake City. Pour les fans, la dévotion qu'ils partagent dépasse les frontières. Je suis Tricia, je suis du Saskatchewan. Je suis d'Australie. Je viens de Hong Kong. Hollande. Europe, Angleterre, Japon. La communauté des fans d'Elvis est internationale. Chaque année, pendant la semaine de célébration d'anniversaire en janvier, des gens viennent du monde entier. Des gens qui ne parlent même pas anglais. Ils viennent de partout, et tous pour la même raison. Vous ne comprenez même pas certains, parce qu'ils sont étrangers. Nous venons d'Israël. Mon père était très jeune. Il avait 14 ans quand il est devenu fan. De l'extérieur, cela peut sembler étrange, mais pour les fans, c'est une communauté basée sur l'amour et le respect de leur idole, qu'ils considèrent comme la plus grande idole de toute l'histoire. Elvis fans are completely unique. Les fans sont à part, complètement uniques. Ils en font leur raison de vivre et lèvent des fonds pour des œuvres. L'héritage d'Elvis, c'est qu'il faut faire le bien et être philanthrope. Cela n'existe avec aucune autre star. Il n'existe pas de David Bowie Memorial Trauma Center, mais le centre Elvis Presley existe. David Bowie Memorial Trauma Center, you know. It's the Elvis Presley Memorial Trauma Center. Le centre Elvis Presley est l'une de nos principales œuvres. Nous avons fait don au Memorial Center et au Maureen Cox Memorial Dinner de plus de 26 ou 27 000 $ en 10 ans. Je crois que le monde est meilleur grâce à Elvis. J'ai rencontré tant de gens que je n'aurais jamais connus, vu tant d'endroits que je n'aurais jamais visités si je n'avais pas été une fan. Ça a changé ma vie. J'ai rencontré quelqu'un grâce à Elvis, si on peut dire. J'ai souscrit au Forum international d'Elvis où j'ai mis mon nom une seule fois. Quelqu'un m'a écrit et nous sommes devenus proches. Je suppose que tout cela, c'est grâce à Elvis. Nous sommes allés voir l'hôtel Aladdin à Vegas en 1996 pour voir où Elvis et Priscilla s'étaient mariés. Cette chambre est fermée depuis 1968 ou 1967, quelque chose comme ça. Oui, 67. Mais ils nous ont dit qu'on pouvait aller la voir, que c'était la 246. Ils ont tout conservé dans le même état. Celui qui nous accompagnait était chasseur à l'époque du mariage. Il a dit « Vous devriez vous marier ici, vous seriez les premiers ». On a dit oui et réservé la pièce. Nous étions les seuls au monde. On l'a fait sur un coup de tête.
Personne ne l'a fait depuis. Il a changé le cours de l'histoire de la musique à tout jamais. Il n'y aurait pas eu les Beatles ou les Doors sans Elvis. Rien de tout ça ne serait arrivé. Il nous a ouvert la voie à tous. C'est l'un des plus grands précurseurs du rock and roll. Quand je vais aux USA, soit je rencontre quelqu'un qui l'a vu, ou qui connaît quelqu'un qui l'a vu, ou quelqu'un qui l'a juste vu passer devant son magasin. Tout le monde a une histoire de rencontre avec Elvis. Il est passé près de mon salon, il était là, il a acheté quelque chose à ma pharmacie, ou mon oncle l'a vu en concert. Tout le monde a un lien avec lui. Je trouve ça complètement fascinant. C'est juste la musique. La voix d'Elvis et la musique. Je ne sais pas ce que serait ma vie sans cela. Les nouvelles générations apprécieront toujours la musique de certains artistes. Et Elvis fait partie de ces artistes. Il est le roi des artistes. Il est probablement l'un des plus grands artistes. Beaucoup ont essayé de l'imiter ou de le surpasser de différentes façons, en groupe ou autre. Je crois que personne ne lui arrivera jamais à la cheville. J'ai vu presque tous les artistes au cours de toutes ces années. Elvis me donnait la chair de poule quand il était sur scène. J'ai vu toutes les grandes stars et aucune ne m'a jamais fait cet effet-là. Il était unique. Le phénomène des fans a marqué ceux qui ont le mieux connu Elvis, ses associés et ses proches, touchés par l'hommage à leur ami. Lorsqu'il se sentait mal et seul, je lui disais « Mais ouvre les yeux ». Il disait « Je me sens seul, je ne sais pas quoi faire ». Et je répondais « Regarde tous ces fans qui t'aiment ». Si on m'avait dit il y a 25 ans qu'après sa mort ce serait ainsi aujourd'hui, je n'y aurais pas cru. 6,7 millions de fans par an à Graceland. Il paraît que ces fan clubs en Europe et au Japon seraient encore plus grands que ceux des USA aujourd'hui. Une chose est sûre, les fans d'Elvis ont misé sur le bon cheval. Elvis mérite qu'on soit fanatique à son sujet. Parce qu'il faisait bien son métier, qu'il l'a fait très longtemps. La seule chose qu'on peut dire aux amis et fans d'Elvis, c'est Dieu bénisse votre cœur et tout organe encore en fonction. God bless your hearts and any other of your organs that still report for duty. Ses fans trouvent quelque chose quand ils viennent à Graceland. Ils se sentent proches de lui. Son esprit est resté là et à jamais. Parce qu'il était le plus grand artiste du monde. Je pense qu'Elvis doit nous regarder et se dire « Je fais encore plaisir aux gens ».